Bienvenue tout le monde, bienvenue à tous. On va attendre quelques instants le temps que vous puissiez vous connecter. Et puis on va pouvoir débuter notre présentation ensemble. Allez, on va commencer dans quelques instants. Bienvenue à tous, installez-vous tranquillement. On va pouvoir démarrer notre workshop. J'espère que vous allez tous bien. Super. Et je vous propose que l'on commence ce workshop ensemble, que l'on ne prenne pas de retard. Donc c'est parti, allons-y. On va commencer tout de suite. Donc, pour notre workshop, le thème que l'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est le suivant, vous le voyez à l'écran, gagner en efficacité et en productivité avec la Gen AI, c'est-à-dire l'IA générative. Voilà, ça va être notre objectif aujourd'hui, de découvrir cela ensemble, de reprendre point par point, notamment le fonctionnement de ChatGPT, comment on peut apprendre à bien prompter. On va balayer ensemble ces différentes notions et notre objectif, ça va être de regarder un petit peu dans la pratique comment on peut faire tout cela. Alors avant de débuter, je vais vous présenter rapidement DataBird, ce qu'est DataBird. Alors nous avons notre sommaire, voilà, donc différentes parties sur ce que l'on va voir ensemble ce soir. Donc comme je vous l'ai dit, d'abord on va présenter DataBird et puis ensuite on rentrera dans le détail. On va essayer de comprendre le fonctionnement de ChatGPT et on verra comment on peut apprendre à prompter. Et enfin, je vous donnerai un petit outil en fin de workshop pour comparer différents modèles d'IA entre eux. Donc allons-y, c'est parti, comme je vous le disais. On commence par la présentation de DataBird. Qui sommes-nous? Allons-y. DataBird, en quelques mots, c'est une entreprise qui part d'un constat assez simple, c'est que finalement, l'utilisation de la donnée en entreprise est incomplète, et donc, volonté de venir effectuer un travail de formation pour régler cette problématique-là, et donc l'objectif, ça va être d'optimiser la performance de l'entreprise via à la fois le digital et la data, principalement la data, c'est vraiment le cœur de DataBird, c'est dans le nom, et donc on va être vraiment focalisé là-dessus. Et donc l'objectif aussi, c'est de permettre à tous et toutes de se former aux nouveaux outils du digital et de la data. Et donc naturellement, eh bien, ça rentre dans le cadre ici de ce qu'on va voir ce soir ensemble, de l'IA générative, puisque on va le voir, on a besoin de data pour entraîner ce type de modèle. Quelques chiffres pour présenter DataBird un petit peu plus dans le détail. DataBird, c'est quoi? C'est plus de 4000 étudiants et étudiantes formés avec une note moyenne de 4,9 sur 5 étoiles et un taux de 93% d'employabilité. Voilà, donc vous l'avez compris, la data, c'est vraiment la spécialité de DataBird. Voilà, ça vous donne un premier aperçu, et vous avez aussi quelques entreprises qui ont fait confiance à DataBird, voilà, avec qui DataBird a pu travailler. Ça vous donne voilà, cet aperçu global de ce qu'est ici DataBird et de ce qu'on représente. Voilà. J'en termine avec cette petite première présentation. J'espère que vous êtes tous bien installés. On va pouvoir maintenant débuter avec le sujet qui nous intéresse, comprendre l'IA générative, et plus spécifiquement ici, venir comprendre ChatGPT. On a pris ChatGPT en exemple, c'est le LLM, c'est-à-dire le modèle de langage qui est le plus couramment utilisé. Dans la formation qu'on est en train de créer, qu'on vous présente sur l'IA générative, on utilise principalement ChatGPT. Et donc, on va essayer de comprendre ensemble le fonctionnement. Parce que finalement, quand on vient utiliser ChatGPT, qu'on lui pose une question, on a un petit peu cet effet magique de se dire ok, je vais poser une question, il est venu me répondre, mais on va essayer de développer un tout petit peu ensemble comment ça fonctionne, comment concrètement ChatGPT est capable de nous répondre. C'est parti. Avant ça, on a une petite question pour vous. À quelle fréquence utilisez-vous ChatGPT? Vous allez voir un petit sondage qui doit apparaître à l'écran. Je vous invite tout de suite à venir y répondre. Vous pouvez sélectionner votre réponse, voter, et on va regarder ensemble les résultats. Je vois que ça apparaît aussi sur mon écran, donc moi je vais répondre quotidiennement et je vais soumettre mon vote. Et normalement, on va pouvoir voir vos résultats. Alors je vois que c'est un petit peu
assez bien équilibré finalement dans les résultats du sondage. On a beaucoup de régulièrement quand même qui arrivent en première place, mais on a aussi de l'occasionnellement, quotidiennement, et puis quelques-uns qui sont dans la partie jamais, mais j'aimerais bien. Bah, c'est intéressant, on va aussi voir un petit peu comment ça fonctionne et ce que ça peut nous permettre de faire, ce que ça peut nous apporter. Ok. Allez, c'est parti. On va venir regarder cela ensemble. Pour bien comprendre ChatGPT, on va voir ensemble deux grandes notions fondamentales qui vont nous permettre de comprendre le fonctionnement de ce modèle. La première grande notion, vous le voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'attention. Alors, le mécanisme d'attention, c'est un terme à l'origine qui est un petit peu technique. Ce que j'entends par là, c'est que voilà, c'est un concept qui a été théorisé avec des papiers de recherche qui est à la base assez technique. Mais en réalité, ce mécanisme d'attention, il repose sur un fondement qui est lui extrêmement simple et qu'on va venir détailler ensemble tout de suite. Vous voyez, on l'explique en une petite phrase qui est la suivante. Certaines informations sont plus importantes que d'autres pour comprendre un contexte. Et ça, c'est extrêmement intuitif. On comprend que lorsqu'on a un contexte, alors il va falloir qu'on définisse ce qu'est un contexte, ici pour que l'on soit bien clair, mais lorsqu'on a un contexte, par exemple, notre contexte à nous, ça va être une phrase, du texte, eh bien, tous les éléments ne sont pas aussi importants les uns que les autres pour comprendre cette phrase, par exemple, ce texte, ce contexte. Alors, on va prendre un petit exemple pour essayer de clarifier correctement les choses ici. Prenons la citation suivante. Le train a quitté la station à l'heure. Okay, nous, c'est une phrase, en tant qu'humain, qu'on comprend parfaitement bien. Le train a quitté la station à l'heure. Pourtant, pour la machine, pour ChatGPT, ce n'est pas une question qui est si évidente que cela. Notamment, on peut se poser la question suivante, que représente le mot station dans notre phrase? Nous, quand on lit la phrase, il n'y a pas d'ambiguïté. Le train a quitté la station à l'heure, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'une station de train. Mais finalement, si j'isole uniquement ce mot de station, ce n'est pas forcément si clair que ça. Est-ce qu'il s'agit d'une station de train? Nous, on a bien compris que c'était cela. Mais si je prends uniquement ce mot, ça pourrait être aussi une station de radio, une station spatiale, par exemple. Et donc, avoir uniquement le mot seul, station, n'est pas suffisant pour me permettre de comprendre comment il est employé. C'est tout à fait naturel pour nous en tant qu'humains. Mais pour la machine, ça ne l'est pas. Et donc, nous, on va bien comprendre que c'est grâce au mot train, principalement, qu'on va comprendre que la station, il s'agit bien d'une station de train. Et c'est exactement cela le mécanisme d'attention. C'est lorsqu'on va passer du texte à notre modèle, il faut que ce modèle soit capable de se rendre compte qu'il y a certains éléments dans le texte qu'on va lui passer qui sont plus importants que d'autres pour comprendre le contexte global. Donc ici, pour bien clarifier cet exemple, si je reprends le mot station, pour le comprendre, je dois voir qu'il y a le mot train dans ma phrase et que les deux sont liés. Et donc c'est ça le mécanisme d'attention, c'est de se focaliser sur certaines parties pour bien comprendre l'intégralité. Et c'est ce mécanisme qui est à la base des modèles comme ChatGPT et qui leur permettent de comprendre le contexte. Donc ça, on peut le voir, on va tout de suite basculer à l'intérieur de l'interface de ChatGPT juste ici, et on va lui poser notre question très simplement. Hop, on va la copier. On va lui demander que représente station, entre guillemets, le mot station, dans la phrase « le train a quitté la station à l'heure ». Donc on reprend exactement notre phrase. Et on va lancer notre requête à l'intérieur de ChatGPT. Et donc là, on va voir, il va nous produire une réponse que vous voyez s'écrire ici en direct. Et quelle est la réponse? Dans la phrase « le train a quitté la station à l'heure », le mot « station » représente un lieu, un point d'arrêt où les trains s'arrêtent pour permettre aux passagers de monter ou de descendre, etc. etc. Donc, voilà, il n'y a pas eu d'ambiguïté ici. ChatGPT a été capable de comprendre que, ici, le mot « station » faisait bien référence à une station de train. Donc, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Il a bien été capable de récupérer le contexte. C'est vraiment ce mot qui va être absolument important et clé ici, c'est cette histoire de contexte. ChatGPT ne prend pas uniquement les mots un par un, mais récupère l'intégralité du contexte, et en fonction de ça, ça lui permet de nous donner une réponse qui soit adéquate. Ça, c'est le premier grand fonctionnement de ChatGPT, c'est ce mécanisme d'attention. On a un second fonctionnement qui va être central, on va revenir sur nos slides. Hop, c'est le suivant. On a une seconde phrase, le chat chasse la, 3 petits points. Vous voyez, c'est une phrase qui est incomplète. Et donc,
Et bien nous, quand on lit cette phrase, très probablement, je pense ne pas être le seul, on a envie de compléter la phrase et de dire le chat chasse la souris. Ça nous vient tout de suite à l'esprit. Et c'est exactement le fonctionnement qui est reproduit à l'intérieur des LLM, c'est-à-dire les modèles de langage type ChatGPT. C'est cette euh, manière de penser statistique, c'est-à-dire que quand je viens compléter la phrase, eh bien, il pourrait y avoir d'autres possibilités. Ça pourrait être le chat chasse l'éléphant. Ça n'a rien d'impossible, la phrase serait correcte. Mais, eh bien, on voit que tout de suite, on a envie de compléter le chat chasse la souris. Et donc, c'est un fonctionnement statistique qui va être à l'œuvre, au sens où ChatGPT cherche à reconstruire à nouveau le contexte qui est le plus probable possible. Et donc ici, c'est très probable que si on cherche à compléter notre phrase, le mot suivant, ça va être souris. On va essayer de le vérifier à l'intérieur de ChatGPT, on va repasser dans notre interface et on va venir créer ici un nouveau chat. Et eh bien, on va faire l'exercice. On va reprendre notre petite phrase, le chat chasse là, et on va simplement envoyer cela au modèle, et l'on voit tout de suite que le modèle va nous répondre quoi? Souris, point d'exclamation, c'est l'expression classique. Et ensuite, il continue. En tout cas, on le comprend bien. Ici, le modèle a répondu souris. Il aurait pu répondre n'importe quoi d'autre. Rien ne l'en empêchait, mais statistiquement, c'était la réponse la plus probable. On le comprend bien. Et c'est exactement comme ça que fonctionne ChatGPT et tous les modèles de langage. Ils cherchent à reproduire le contexte le plus probable, le plus plausible en fonction des informations qu'on a pu lui passer. C'est vraiment le fonctionnement. Et donc, on se retrouve avec ces deux fonctionnements clés. D'un côté, le mécanisme d'attention qu'on a évoqué, le fait que le modèle est capable de comprendre le contexte et de faire des liens entre les différents mots, et deuxièmement, le fonctionnement statistique qui permet au modèle de récupérer un contexte et de prédire la suite finalement de ce texte de la manière la plus probable possible. Et c'est exactement de cette manière-là que ChatGPT va venir générer du texte. C'est-à-dire lorsqu'il crée ici sa réponse, qu'est-ce qu'il fait très concrètement? Il récupère le contexte qu'on lui a passé, il le comprend, mécanisme d'attention, et ensuite il vient générer les différents éléments qui sont les plus probables statistiquement. Donc, principe statistique ici du modèle. Ce sont vraiment nos deux, les deux clés qu'il faut bien comprendre pour savoir comment fonctionnent ces modèles-là. C'est absolument central. Et ça met en lumière le fait qu'un modèle ne vous répondra pas toujours exactement la même chose pour la même requête. Ici, on pourrait relancer cette requête. C'est ce qu'on va faire. On va demander à notre modèle de réessayer. Et on va se retrouver avec une réponse, certes quasiment similaire. On nous répond toujours souris. Mais on n'a pas exactement la même réponse parce qu'il s'agit à nouveau de modèles qui sont statistiques, qui vont en moyenne nous donner les mêmes informations, mais une fois sur l'autre, on ne va pas obtenir exactement les mêmes résultats. Ok, ça c'est pour notre première partie, ça nous permet de vraiment comprendre ce fonctionnement global de ChatGPT et donc plus généralement, comme on l'a dit, des LLM, c'est-à-dire des modèles de langage. Bien. Alors, tout ça, c'est parfait, mais on va voir qu'il y a certaines limites à cette réflexion-là. Si on comprend bien ce fonctionnement maintenant de ChatGPT, on va être capable de comprendre aussi pourquoi, à certains moments, ces modèles sont capables de produire des erreurs. Ces erreurs-là, c'est ce qu'on appelle des hallucinations. On dit qu'un modèle va venir halluciner. Donc, une hallucination, c'est lorsque le modèle va venir nous répondre, on va avoir peut-être le sentiment que la réponse est vraie, au sens où, comme on l'a compris, ChatGPT cherche à créer la réponse la plus probable possible. Donc, on va avoir une réponse qui nous semble plausible, mais pour autant qui n'est pas forcément vraie. C'est ce qu'on appelle une hallucination. Alors, il y a quelques moyens, quelques techniques pour venir faire halluciner facilement ces modèles-là, les pousser en quelque sorte à faire des erreurs, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on va ouvrir un nouveau chat ensemble, et on va écrire une requête. Vous allez voir une requête toute simple, une demande, un petit problème à venir résoudre, que n'importe lequel d'entre vous saurait résoudre, mais pour lequel ChatGPT peut avoir certaines difficultés. Donc, on va y aller, on va écrire le prompt suivant ensemble. Combien y a-t-il de lettres T dans l'expression intelligence artificielle? On va lui poser cette question-là. Pour nous, ce n'est pas une question difficile. Si on compte ensemble, dans intelligence, on a un seul T,
Dans artificiel, on a un seul T, donc ça nous fait un total de 2 T. Et on va voir que le modèle peut se tromper. Alors, c'est pas certain, hein, ça va être les joies du direct ici, on va voir si le modèle se trompe ou pas, mais si on fait plusieurs essais, on va voir qu'au bout d'un moment, le modèle peut se tromper. Alors, on va essayer. Alors là, on voit qu'on n'a pas forcément de chance, ou au contraire, on a de la chance, le modèle trouve la bonne réponse, mais on peut essayer plusieurs fois de relancer le modèle. Parfois, il faut essayer un petit peu pour un petit peu le pousser dans ses retranchements d'une certaine manière, mais là, on voit, rien qu'au deuxième essai, le modèle nous renvoie une autre réponse et va venir se tromper. Il va nous dire qu'il y a 3 lettres T dans l'expression intelligence artificielle. Alors ça, c'est un exemple assez connu, assez simple, entre guillemets, qui permet relativement facilement eh bien, de faire halluciner, de faire bugger, entre guillemets, les modèles de langage. OK. Et donc, on voit que sur une question qui nous semble, pourtant, nous, évidente, le modèle va avoir du mal. Alors que pour d'autres tâches qui sont particulièrement complexes et qu'on ne réaliserait pas rapidement, nous, en tant qu'humains, au contraire, le modèle va être très bon. Donc, on peut voir qu'il y a une disparité, en quelque sorte, entre nos capacités à nous, en tant qu'humains, et les capacités du modèle. On peut être, nous, en tant qu'humains, bons sur certaines choses, le modèle va être bon sur certaines choses, lui aussi, mais ce n'est pas forcément exactement aux mêmes endroits et sur les mêmes choses. OK. Alors, pour autant, est-ce que ça veut dire, quand j'observe cela, que ça veut dire que ces modèles-là sont mauvais, qu'ils sont capables de rien? Eh bien non, pas du tout. Le tout, ça va être d'être capable d'avoir conscience, comme on l'a dit, eh bien, des différents fonctionnement de ChatGPT des modèles de langage et de s'appuyer sur cette compréhension-là pour faire en sorte d'écrire des prompts qui nous permettent d'obtenir de meilleurs résultats. Puisque, en fait, il y a des techniques ici qui vont nous permettre d'écrire des prompts de manière un petit peu différente pour obtenir le bon résultat quasiment à coup sûr. Ici, par exemple, pour que notre modèle eh bien, soit capable de correctement compter les lettres dans une expression. OK. Alors, quelques illustrations de ces techniques, c'est ce qu'on va voir ensemble dans la suite de cette présentation, pour venir eh bien, prompter d'une meilleure manière et obtenir de meilleurs résultats. Alors, on va passer à nouveau au slide. Hop, et on va arriver ici, à notre première technique pour obtenir de meilleurs résultats avec ChatGPT. Alors, cette technique, c'est la technique du few shots prompting. C'est ce que vous voyez en bas à droite de votre écran. Alors, ici, il faut découper cette slide en 2 parties. À gauche, vous avez la partie 0 shot, et à droite, vous avez la partie few shots. La partie 0 shot, on va commencer par celle-ci pour la comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la manière classique de venir utiliser ChatGPT ou n'importe quel modèle. C'est-à-dire, je pose une question à mon modèle, il me donne la réponse. On appelle ça du 0 shot au sens où c'est un essai qui est direct. On lui pose directement la question et on obtient directement la réponse. Voilà. On vient effectuer finalement notre requête de la manière la plus simple possible. C'est pour le 0 shot. Il est en opposition avec le few shot, où là, on le comprend, eh bien, on va faire différents essais avant de donner notre réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? On le voit sur eh bien, ce schéma. Dans un premier temps, eh bien, on va donner un premier exemple au modèle, on va lui poser une première question, et on va aussi lui passer la réponse, les deux en même temps. On lui donne et la question et la réponse, et ensuite on lui donne une seconde question. Et là, on attend à nouveau la réponse pour cette seconde question. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire très concrètement? Eh bien, on donne des exemples au modèle avant de lui demander de répondre. D'accord? Et ça va l'aider à mieux réfléchir et à donner de meilleures réponses. C'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite dans notre interface de ChatGPT. Donc, on va revenir ici. Et donc, qu'est-ce que ça donnerait d'effectuer du few shot prompting? Hop, ce serait venir effectuer quelque chose comme cela, ce que vous allez voir à l'écran. On lui donne un exemple de la tâche qu'il doit résoudre. Donc ici, on lui dit il y a 2 lettres T dans l'expression intelligence artificielle. On lui donne même un autre exemple. Il y a une lettre T dans l'expression big data. Et ensuite, on lui pose une nouvelle question. Combien y a-t-il de lettres T dans l'expression cloud computing? Alors, on va voir est-ce que ça fonctionne, oui ou non. On va voir que ce n'est pas la technique la plus puissante. On va en voir une seconde juste après qui est beaucoup plus puissante. Donc celle-ci, elle peut échouer, c'est tout à fait possible. Mais c'est quand même une technique qui permet d'augmenter les capacités du modèle et qui va aussi très bien fonctionner hors des petits problèmes de réflexion comme on le fait ici avec cette problématique-là. Ça va aussi très bien fonctionner quand on veut générer du contenu de manière plus globale. Par exemple, on veut générer le titre d'un article, admettons, eh bien, on peut passer différents exemples de titres d'articles qui nous plaisent, qui nous intéressent, et ensuite poser la question en fonction du titre que nous, on veut venir générer avec ChatGPT. Il va pouvoir s'inspirer de ce qu'il a vu pour écrire sa réponse. Donc là, lançons déjà
notre requête et on va voir est-ce que ça fonctionne. On voit ici que ça ne semble pas... si ça fonctionne, pardon, cloud computing, on n'était plus sur intelligence artificielle, il faut refaire le lien, donc cloud computing, on voit qu'il n'y a pas de T dans cloud, il y a un seul T dans computing, et donc ici le modèle parvient correctement à donner la bonne réponse. Donc on le voit, c'est une première technique. La deuxième technique, je retourne à la présentation, ça va être la suivante. Alors, la slide est un petit peu chargée, mais on va essayer de bien la comprendre. La technique que l'on va utiliser, vous pouvez le voir en haut à droite de la slide, c'est la technique du chain of thought, ce qu'on appelle en français, si on devait traduire, des chaînes de pensée. Comment ça fonctionne? Et on va voir que c'est très puissant. De la même manière, la slide est découpée en deux. À gauche, la partie standard, à droite, avec la technique de chain of thought. Commençons par la partie standard. Ici, à nouveau, on joue avec des petits jeux de logique et on pose des petites questions de mathématiques, de logique à ChatGPT. Donc, on peut voir le prompt qu'on est venu passer au modèle. Voilà, c'est un petit jeu de logique. Voilà, on a un petit problème mathématique. On donne une première question. Voilà, vous voyez, Martin a 5 balles de tennis. Chaque boîte contient 3 balles. Combien de balles a-t-il à présent? Bon, vous voyez un petit peu, il achète... vous pouvez bien relire les différentes étapes. J'ai loupé une phrase ici, mais ouais, vous comprenez bien. On lui donne la réponse. Et ensuite, on lui pose une petite seconde question de logique. D'accord? Alors déjà, on peut voir qu'on fait en quelque sorte ici du few shot prompting, c'est-à-dire qu'on lui donne déjà un exemple pour essayer de l'aider à raisonner, et ensuite on lui passe notre question, et on observe la réponse. On voit en l'occurrence que ici le modèle n'a pas répondu correctement, il n'est pas parvenu à trouver la bonne réponse. Et donc, on va regarder maintenant dans la partie de droite, qu'est-ce qu'on est venu rajouter pour aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on est venu rajouter? C'est très simple. C'est au niveau de l'entrée, on a en fait le même prompt, mais vous pouvez voir qu'au niveau de la réponse, là vous avez un R majuscule 2 points au centre de cette partie-là, eh bien on a rajouté quelques étapes supplémentaires. Quelles sont ces étapes? Ce sont les étapes de réflexion que le modèle devrait suivre pour obtenir la bonne réponse. Donc ça veut dire que si je regarde le prompt à gauche, on a juste dit la réponse est 11, et si je regarde maintenant le prompt à droite, on a dit Martin a commencé avec 5 balles, 2 boîtes de 3 balles chacune donne 6 balles, 5 plus 6 égale 11, la réponse est 11. Donc on explique pas à pas les différentes étapes que le modèle va devoir suivre pour obtenir le bon résultat. Et en découpant ici les différentes étapes de réflexion, on va permettre au modèle de devenir meilleur. Donc c'est des techniques qui vont très bien fonctionner, de venir expliquer pas à pas les différentes étapes à suivre pour arriver à votre résultat. Une autre technique qui fonctionne très bien, c'est de demander à ChatGPT, quand vous lui posez une question, réfléchis étape par étape avant de me donner ta réponse. Ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien. On va revenir sur ChatGPT et on va tester cette technique ensemble. Alors, c'est parti. Ce qu'on va faire pour cela, c'est ouvrir un nouveau chat et on va reposer la question de 0. Hop, nous avons le prompt suivant. Il est un tout petit peu plus long, forcément parce qu'on va venir détailler les différentes étapes de réflexion. Et donc, on va demander ici combien y a-t-il de lettres T dans l'expression intelligence artificielle. Et maintenant, on va détailler le raisonnement. Donc, on lui dit, pour répondre, on récupère chaque mot de l'expression. On a d'abord intelligence qui contient une lettre T en 3e position. On lui indique aussi les positions. Dans artificiel, on a aussi une lettre T en 3e position. Si j'additionne ces deux résultats, ça me fait bien 1 plus 1 égale 2. Et ensuite, on conclut, on dit qu'il y a bien 2 lettres T dans l'expression intelligence artificielle, et on lui pose la question, combien y a-t-il de lettres T dans l'expression cloud computing? Ok, essayons ça, on va regarder ce que ça vient donner ici. Voilà. Et là, on voit que le modèle va réussir à répondre correctement, quasiment à coup sûr. Alors, à nouveau, c'est statistique, donc il peut y avoir des petites variations. Et donc, le modèle, ici, est venu reprendre nos différentes étapes de réflexion. On a pris le mot cloud. Le modèle, ici, a vu qu'il n'y avait pas de lettre T. Il est venu regarder computing. Il a vu qu'il y avait une lettre T. Alors, parfois, il se trompe dans les positions. On pourrait venir compter ici pour voir si c'est le cas. 1, 2, 3, 4, 5. On voit qu'il s'est trompé, par exemple. Oui, qu'il continue d'halluciner légèrement, puisque ici, si j'ai bien compté, on est plutôt en 6e position pour la lettre T. Pour autant, ça lui a permis de bien identifier cette lettre, et donc de répondre ici correctement à notre question. Et donc cette technique-là, des chain of thought, c'est une technique qui est aujourd'hui de plus en plus fondamentale, qu'on voit de plus en plus émerger dans les nouveaux modèles, les nouvelles versions de ChatGPT qui sortent. Vous avez peut-être aussi entendu parler des modèles de DeepSeek,
qui viennent concurrencer un petit peu ChatGPT, qui sont des modèles chinois et qui ont explosé notamment parce qu'ils mettent en avant cette capacité-là des modèles à utiliser cette technique de chain of thought pour produire des résultats qui sont beaucoup plus convaincants. OK. Donc, on comprend ici, pour conclure cette première partie, eh bien, on va avoir besoin, pour obtenir des réponses de qualité avec ces modèles-là, de comprendre leur fonctionnement, premièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, et deuxièmement, eh bien, on va devoir développer certaines techniques pour venir prompter correctement, c'est-à-dire écrire correctement nos requêtes, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. OK. Alors, revenons à nos slides ici. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est donc regarder ensemble quelques grandes techniques qui vont nous permettre d'apprendre à mieux prompter, apprendre à prompter, parce que à nouveau, eh bien, on peut écrire d'une certaine manière des mauvais prompts ou bien des bons prompts, et donc être averti sur ce sujet-là, connaître quelques techniques, va vous permettre d'obtenir de meilleurs résultats avec ces modèles. Donc, on va essayer de les détailler maintenant ensemble. OK, alors, c'est ce qu'on va faire dans un instant. Ah oui, il y avait peut-être un petit sondage que j'ai oublié ici d'évoquer. Vous le voyez apparaître à l'écran. Et donc, vous pouvez venir répondre. Quel est votre niveau de connaissance sur les prompts? Vous avez 3 réponses, débutant, intermédiaire, expert. Vous pouvez y aller, répondre. On va regarder les résultats avant de passer ici à la suite. Alors, on regarde les premiers résultats. On a principalement du débutant ici avec environ 60% de réponses, intermédiaire à peu près 30 ou 40%, et expert, on en a un petit peu moins. Ok, c'est intéressant. Donc pas mal de débutants, donc on va essayer de découvrir ensemble ces différentes techniques. Allez, allons-y. Je reviens dans mon interface et on va à nouveau ouvrir un nouveau chat. Et on va utiliser un autre modèle qui est le modèle 4O. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il va nous permettre d'utiliser notamment certains outils spécifiques. On va revenir à ça dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ici? Eh bien, on a pris un petit cas d'usage pour essayer d'illustrer le fait de construire un prompt correctement. Ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir créer un document structuré à partir d'une prise de notes. Donc, on va se retrouver avec des notes. Je vais vous les montrer, ces notes. On va imaginer que ces notes, ce sont des notes, par exemple, que l'on a prises lors d'une réunion. Hop, ça ressemble à ça. Vous envoyez un petit bout. On a nos notes, voilà, ici, qu'on aurait pu prendre à l'issue d'une réunion. Donc, elles sont forcément relativement non structurées, ces notes-là. On va se retrouver avec peut-être des abréviations à certains endroits. On va se retrouver avec des symboles, comme on peut le voir ici, là où je surligne mes différents éléments. Et donc, forcément, on se retrouve avec un document qui contient de l'information qui est importante, mais un document qui n'est pas structuré. Et il va s'agir d'un des cas pour lesquels ChatGPT, les modèles de langage vont être très bons pour venir structurer ici quelque chose de désorganisé. OK. Donc, le but, ça va être de faire en sorte de créer un rapport un peu structuré à partir de ces notes-là. Pour l'instant, je vais les effacer, ces notes-là, et on va regarder ensemble comment on peut construire un prompt pour aller plus loin. Donc, on va voir différents éléments. Il y a plusieurs techniques qui existent. On va en voir ensemble quelques-unes. Dans la formation, on va plus loin sur ces différentes techniques, mais ici, on va déjà voir quelques techniques ensemble. Principalement, quelles sont les techniques qu'on va voir? La première, c'est de venir donner un rôle au modèle, de bien préciser votre objectif, deuxièmement, et troisièmement, de préciser notre format de sortie. Alors, allons-y. Première étape, on l'a dit, c'est de venir donner un rôle à notre modèle. Donc, on va commencer à écrire notre prompt avec cet élément-là. On va venir le copier à l'intérieur de ChatGPT. C'est le suivant. On lui dit « Tu es un assistant expert en communication et en rédaction professionnelle, spécialisé dans la synthèse d'informations complexes et la rédaction de documents clairs et accessibles. » Vous le voyez, avant même de poser notre question, première chose que l'on va venir réaliser ici, c'est donc de venir donner ce rôle au modèle. Et ici, on va lui dire « Tu es un expert en communication », principalement. À quoi ça sert? Eh bien, cela va permettre au modèle, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de lui donner en fait davantage de contexte. Ici, on crée un contexte dans lequel le modèle est un expert. Et cette technique-là, eh bien, va permettre
au modèle, d'une certaine manière, de donner des réponses d'experts, justement. Puisqu'on l'a dit, son objectif, c'est quoi? C'est de générer du contenu qui soit le plus cohérent possible avec le contexte qu'on lui donne. Donc, si on lui donne un contexte dans lequel il est un expert, eh bien, le plus probable, c'est qu'il nous donne une réponse comme s'il était un expert. Ça va très bien fonctionner d'effectuer voilà, ce genre de choses. Donc, ça va être notre premier élément ici que l'on va vouloir passer pour améliorer nos réponses. Alors, deuxièmement, on l'a dit, notre deuxième étape, ça va être de donner un objectif détaillé à ce modèle. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop, en 2 temps, on va essayer d'être le plus précis possible. Premier élément que l'on va venir rajouter, on va lui dire tu dois transformer les notes prises lors d'une réunion en un récapitulatif clair, structuré et compréhensible par tous les participants, y compris ceux qui n'étaient pas présents. Donc là, c'est intéressant, on lui demande à la fois l'objectif principal, c'est-à-dire transformer les notes en un récapitulatif, mais on lui demande déjà finalement, de manière sous-entendue, d'être le plus clair, le plus structuré, le plus compréhensible possible. Il doit être suffisamment compréhensible pour que même quelqu'un qui n'ait pas participé à cette réunion, eh bien, puisse comprendre tous les éléments que l'on va venir retrouver. Ok, et on va venir appuyer davantage sur cette notion-là en remettant une couche, et on va lui dire l'objectif est de fournir une vue d'ensemble complète avec les principaux points discutés, les décisions prises, les actions à mener et leurs responsables. Donc, ça va vraiment permettre ici au modèle de structurer, de récupérer ces différentes actions et d'aller un petit peu plus loin eh bien, dans la synthèse de nos notes. Évidemment, le tout avec le prompt, vous voyez, ce n'est pas une science exacte, c'est de venir tester différents prompts, voir ce qui va venir le mieux fonctionner et surtout, c'est peut-être le plus important, de vraiment venir adapter eh bien, vos prompts à vos situations personnelles, bien évidemment, pour que le modèle soit le plus précis possible en fonction eh bien, de ce que vous souhaitez obtenir à la fin. Bien. Et la troisième étape que l'on va venir rajouter ici pour compléter notre prompt, ça va être l'étape de venir préciser exactement le format de sortie. Donc, c'est ce qu'on va vouloir faire. Pareil, on va le faire en plusieurs temps. Déjà, on va rajouter ces éléments-là, format attendu, 2 points, et là, on va pouvoir lui spécifier toutes les étapes que l'on veut venir observer à l'intérieur eh bien, du document que ici ChatGPT va venir produire. Donc, quelles sont-elles? Ici, on va voir contexte et objectif de la réunion, les différents points abordés, quelles sont les décisions qui ont été prises, quelles seraient les actions à venir mener. Et là, vous pouvez voir, c'est intéressant. On va lui préciser même davantage, pour ce point spécifique, le format de sortie que l'on va vouloir obtenir. C'est-à-dire que pour les actions à mener, on veut que ChatGPT ici nous renvoie un tableau de données dans lequel on aura à chaque fois les différentes actions à mener. Donc on peut vraiment venir personnaliser ici le prompt en fonction, encore une fois, de nos attentes. Si on a besoin d'un tableau ici plutôt pour notre partie, ou bien si on a besoin d'une liste sous forme de bullet points, etc. Si on a besoin d'une liste, si on a besoin... Bref, vous comprenez l'idée. En fonction de nos besoins, de nos attentes, on va vraiment pouvoir préciser le format attendu. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant, qui marche très bien. Pourquoi? Parce que naturellement, quand vous venez juste poser une question au modèle, eh ben, il va venir répondre par lui-même et tout seul, il va essayer de trouver quel est le format le plus pertinent pour vous donner une réponse. Mais parfois, ce n'est pas toujours adapté. Pourquoi? Plusieurs raisons. Parfois, les sorties sont relativement longues. Je pense que si, pour ceux qui ont déjà testé un petit peu ChatGPT, vous avez dû voir que assez souvent, quand on vient lui poser une question, il va être assez bavard. Donc, parfois, on veut pouvoir résumer un petit peu ça. On peut lui demander, par exemple, au lieu de voilà, qui nous envoie l'intégralité des informations qu'il va récupérer, eh bien, on peut lui demander, par exemple, de se limiter à venir écrire uniquement quelques phrases synthétiques. Par exemple, on pourrait lui dire « réponds uniquement avec 3 phrases claires et synthétiques ». Ça, c'est quelque chose qui marche aussi assez bien pour obtenir un format de sortie qui voilà, soit en l'occurrence plus synthétique, mais en tout cas qui corresponde davantage à nos attentes. Alors, on va rajouter 2 autres petits éléments pour conclure notre prompt ici. D'abord, on va demander, hop, à la suite, à ChatGPT de placer, alors, hop, on se met bien en bas, de placer le document final dans un Canva. C'est quoi un Canva? C'est un outil qui est propre à ChatGPT. Vous pouvez le voir quand je vais dans la partie outils. Ici, on retrouve le Canva. D'ailleurs, il nous manque un petit E ici, Canva. Hop, on vient corriger. Et ça va être intéressant parce qu'on va le voir juste après. Ça va permettre à ChatGPT de placer
le document qu'il va produire dans un espace qu'on va pouvoir modifier de manière un petit peu interactive. Donc, ça va être assez intéressant pour nous. OK, on en a fini avec le prompt. Simplement, il faut qu'on lui passe nos différentes notes, parce que pour l'instant, on est venu réécrire l'intégralité de ce prompt, mais on n'a toujours pas nos notes. Donc, on va lui dire, voici les notes. Moi, ce que je fais assez souvent, c'est placer le contenu qu'on vient lui passer dans des guillemets, comme vous pouvez le voir ici. Ça permet de bien séparer les deux informations. D'un côté, il y a le prompt, c'est-à-dire les consignes vraiment que le modèle doit venir suivre, et de l'autre, il y a le contenu sur lequel il va venir travailler. Donc, c'est toujours intéressant de venir séparer les deux. Donc ici, moi, je le fais simplement avec ces petites guillemets-là, et ça fonctionne très bien. Donc, on va récupérer nos notes, on va les copier. Nos notes, elles sont, hop, ici. Je les récupère et je vais venir les mettre à l'intérieur de mes guillemets. Hop, je les colle. Et donc là, on va avoir notre prompt global. On va tout de suite lancer parce que ça risque de prendre quelques secondes avant d'obtenir le résultat que l'on attend. Et donc là, on peut constater, observer notre prompt complet. On va retrouver nos différentes parties, à la fois venir donner un rôle, on l'a dit au modèle, ça va très bien fonctionner parce qu'il va prendre ce contexte-là en considération pour nous donner une meilleure réponse, venir vraiment préciser avec le plus de clarté et de précision l'objectif que le modèle doit venir atteindre, et enfin spécifier le format que l'on attend pour obtenir un document que l'on souhaite. Alors, il y a une petite erreur apparemment, on va relancer ici le modèle, on va espérer que ça fonctionne correctement, sinon on pourra peut-être passer par un autre modèle pour essayer d'effectuer notre tâche. On voit que notre ChatGPT a un petit peu du mal. Peut-être qu'on peut simplement, hop, on va récupérer le prompt, et on va rafraîchir ici notre page et on va essayer de lui reposer la question. On copie ici directement. Peut-être qu'avec un second essai, il va être de meilleure humeur. C'est peut-être le live qui lui fait un petit peu peur. Il est un peu timide et il n'a pas l'air de vouloir nous répondre ici. Non, il a l'air de pas trop vouloir. Alors, on va peut-être essayer avec un autre modèle. Ça peut arriver. Allez, tentons peut-être à nouveau avec la version 4 mini. Si ça ne veut pas avec celle-ci, on va essayer de recréer un prompt. Ah, peut-être qu'on a le nouveau chat qui a été généré. Non, il n'a pas voulu. Il nous renvoie une erreur. On va donc essayer avec 4O mini qui était là. Peut-être que lui avait l'air de mieux fonctionner. Alors lui, ça va bien vouloir marcher. Alors simplement, bon, c'est pas grave, vous ne l'aurez pas pour la démonstration ici. Ça va bien fonctionner, on va bien avoir une réponse, mais simplement, on ne va pas avoir le format Canva dont je vous ai parlé précédemment. Donc c'est pas très grave, on pourra peut-être essayer de voir si on peut y accéder à nouveau, mais sinon, ce n'est pas très très important, c'était davantage du détail. Et donc on va obtenir notre résultat avec le format qu'on a bien pu spécifier, c'est-à-dire retrouver le sujet global ici de notre réunion, et enfin les différentes parties qu'on avait pu lui spécifier. C'est-à-dire, rappelez-vous, on avait parlé des contextes et objectifs, des points abordés, décisions prises, actions à mener, prochaines étapes, et on va bien pouvoir récupérer ces différentes informations. D'accord ? On va retrouver nos différentes parties qui sont bien numérotées. Le contexte et l'objectif de la réunion, les points abordés. Troisièmement, on avait les décisions prises. On voit que ChatGPT va créer des sous-parties ici pour chacune de nos catégories, etc., etc. Intéressant aussi, rappelez-vous, pour les actions à mener, la partie numéro 4, si je remonte dans notre prompt, qui était ici, on lui avait bien demandé de répondre avec un tableau de données. Et donc, on peut le constater en redescendant, c'est bien ce qu'on est venu récupérer ici. On a bien les différentes actions à mener, et de lui-même, le modèle est venu créer ce fameux tableau. Donc, à nouveau, ça vous permet de voir dans quelle mesure on peut venir donner de la précision au format de réponse que l'on veut obtenir. OK, et on a les prochaines étapes. OK, voilà, on a bien la structure qui fonctionne, qui est globale et sur laquelle on va pouvoir retravailler. Ça fonctionne toujours comme cela quand on vient prompter. C'est assez rare qu'on obtienne du premier coup exactement le résultat que l'on souhaitait à l'origine. Donc, le plus souvent, ce que l'on va faire, c'est faire différents essais. Pour cela, soit on peut modifier notre prompt de départ, on va remonter tout en haut et puis on a un petit bouton modifier le message, on va pouvoir remodifier notre prompt et puis le renvoyer. Ça va nous permettre de faire un nouvel essai. Ou bien, deuxième technique qui va très bien fonctionner, c'est à la suite, on va redescendre en bas et puis à la suite, on va pouvoir proposer différents éléments de modification à ChatGPT. Par exemple, réécrit le même rapport, mais rajoute une partie supplémentaire sur tel ou tel sujet, ou bien on pourrait lui demander de raccourcir le contenu, ou de l'allonger, etc. On
peut vraiment essayer de modifier le plus possible. Et là, vous voyez en plus que ChatGPT va venir même nous donner certaines suggestions supplémentaires possibles. Alors, on peut peut-être réessayer un coup de passer ça dans la version 4O, et puis si ça ne fonctionne pas, ça n'aura pas beaucoup d'importance. On passera à la partie suivante, mais on va voir, est-ce qu'il a davantage envie maintenant? Ah, peut-être que oui, non, peut-être que non. Il n'a pas l'air de bien vouloir, ici, 4O, nous donner notre réponse. Donc, ce n'est pas très, très grave. On va simplement, hop, revenir sur ce qu'on avait précédemment, et ça fonctionne très bien aussi. Et voilà, pour vous dire, en plus de ça, on aurait pu, à ce moment-là, eh bien, placer directement ça dans ce qu'on appelle un canevas pour ChatGPT, et donc ça aurait permis de venir modifier directement, si on le souhaite, le contenu. C'est-à-dire que voilà, le contenu qui est, par exemple ici, la phrase qui est juste ici, eh bien, j'aurais pu cliquer à l'intérieur et venir directement taper moi-même différents éléments pour venir compléter le document. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus interactif. ChatGPT nous renvoie un élément, et nous, on peut taper directement à l'intérieur pour le modifier, et à côté, en fait, lui redemander certaines modifications. Donc finalement, eh bien, on va se passer la main entre ChatGPT, on lui demande de venir faire certaines modifications, et puis nous, directement, on peut reprendre la main, modifier le document, et voilà, de cette manière-là, faire certains allers-retours. Ok, ça c'était pour un premier exemple. Pour un second exemple, on va vouloir créer un prompt qui nous permet de venir, eh bien, créer une image. C'est un autre cas dans lequel ChatGPT fonctionne assez bien, venir créer une nouvelle image. Alors on va voir si ChatGPT n'est pas trop capricieux à nouveau, s'il va nous laisser faire, on va espérer que oui, et puis sinon on fera différemment, mais dans tous les cas, ça va nous permettre de voir les différentes grandes étapes du fonctionnement de ChatGPT. Et ici, principalement, surtout ce qu'on va pouvoir venir observer, c'est les différents éléments que l'on peut mettre dans un prompt pour venir créer une image qui soit détaillée. De la même manière, eh bien, on va venir utiliser certaines techniques qui vont nous permettre de créer un prompt qui soit bien complet pour venir créer de l'image. Alors, premièrement, comment je crée de l'image dans ChatGPT? C'est très simple. Il va me suffire de lui demander de le réaliser. On va lui demander créer l'image suivante, 2 points, et on va pouvoir venir détailler exactement l'image que l'on va vouloir venir créer. L'objectif, c'est d'être le plus précis, le plus complet possible. Ça va nous permettre d'obtenir à la fin l'image, elle aussi, la plus précise, la plus complète. Alors, allons-y. Première étape de notre prompt, on va décrire la scène de manière globale. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une illustration futuriste mettant en scène un perroquet majestueux dans un environnement urbain, verdoyant et moderne. Alors, vous voyez, j'ai dit de manière globale, mais on donne déjà beaucoup de détails. Plus vous allez donner de détails, plus vous allez obtenir un résultat qui est proche de vos attentes. Et donc, eh bien, on va y aller, on va continuer de cette manière-là. On va essayer de préciser davantage les différents éléments de notre image. Donc, on y va. On va commencer par notre perroquet sur notre image. On veut un perroquet qui a un plumage vibrant avec des touches métalliques, symbolisant une fusion entre la nature et la technologie. Vous voyez, on y va vraiment. Pas hésiter à rajouter des adjectifs qui soient descriptifs visuels. Ça va vraiment permettre, encore une fois, d'aller plus loin dans la description et donc d'obtenir un résultat qui soit davantage précis. On continue, il est perché sur une branche d'arbre, donc là on va parler du décor qui est un petit peu autour, intégré dans un paysage urbain innovant où les gratte-ciels sont recouverts de végétation et les structures modernes intègrent harmonieusement la nature. Ok, donc ça c'est pour le cadre un petit peu plus global. On va parler du décor aussi et de l'ambiance générale. Le décor est baigné d'une lumière douce et dorée, évoquant un avenir durable et optimiste. Et enfin, quelque chose qui marche aussi assez bien, c'est parler du ton de l'image. Donc là, on va avoir un ton général inspirant, soulignant l'équilibre entre progrès technologique et respect de l'environnement. Ça, c'est pour toute la partie description. Ce qui fonctionne assez bien, c'est aussi de rajouter des spécificités techniques. Par exemple, on pourrait demander de venir respecter un certain format d'image. Ici, on lui demande un format large, 16/9. C'est quelque chose qui pourrait tout à fait marcher. On va essayer de lancer ça. On va voir si ChatGPT est un peu plus sympa avec nous, mais je n'ai pas l'impression. Donc, je crois qu'on ne va pas pouvoir observer directement le résultat. Ce que l'on peut peut-être faire rapidement, c'est essayer de chercher, car je l'avais déjà fait. Hop, cette image, je l'avais déjà générée, donc je peux peut-être retrouver le résultat. Hop, si je clique ici, je vais peut-être avoir voilà, un résultat qui est sympa.
et ça vous permet de voir exactement le résultat. C'était exactement le même prompt ici, hein, c'est exactement la même chose qu'on est venu passer, et on avait obtenu ici le résultat suivant. Je peux même peut-être cliquer pour qu'on le voit bien en grand. À noter, à nouveau, bien garder à l'esprit ce fonctionnement-là, statistique notamment, des modèles, on l'a évoqué au début de cette présentation, ce qui signifie que pour le même prompt, qui a été passé ici, on le voit sur le côté, eh bien, je peux obtenir des images qui vont être différentes à chaque fois. Si je relance mon prompt, je vais obtenir un résultat qui va être différent. Pour autant, ça va être quelque chose dans le même esprit, à bien noter. Vous pouvez aussi noter, ça on l'aborde aussi dans la formation, qu'il existe aussi des techniques pour essayer de faire en sorte d'obtenir un peu de manière répétitive des images qui vont vraiment se ressembler. Par exemple, si on souhaite récupérer, peut-être isoler un certain élément ou un personnage, comme ici notre perroquet, pour le remettre dans une autre image, il y a aussi des techniques qui peuvent nous permettre de réaliser cela. À noter aussi que voilà, ChatGPT va vous offrir aussi des fonctionnalités qui vont vous permettre de modifier directement l'image que vous avez créée. Notamment, vous avez un bouton ici de sélection que vous allez pouvoir utiliser. On va voir ici ma souris qui prend cette forme arrondie qui va nous permettre de sélectionner certains éléments. Voilà, par exemple, voilà, je sélectionne un bout du décor et je pourrais ensuite taper un prompt pour dire remplace cet élément par une tour, etc., etc., etc. On pourrait rajouter et modifier directement notre image de manière dynamique. Voilà. Ça vous donne déjà quelques bases ici dans la manière de venir prompter correctement. On l'a vu ici avec ces deux exemples. Premièrement, sur finalement comment venir structurer un document à partir de notes. On a vu que c'est typiquement un cas d'usage pour lequel ChatGPT va être assez bon. Et ici, un deuxième exemple avec la génération d'images. Et vous pouvez le constater dans les deux cas, eh ben, ça va être particulièrement important d'être capable de parvenir à prompter correctement, à récupérer les différentes méthodes que l'on a pu utiliser ensemble ce soir. Ça va être vraiment ce qui va nous permettre d'obtenir des résultats qui soient précis et surtout, je l'ai répété plusieurs fois, mais je pense que c'est le plus important, des résultats qui correspondent exactement à vos attentes, qui soient vraiment personnalisés. Et finalement, c'est là toute la puissance des IA, c'est de vous apporter une solution qui soit vraiment personnalisée. Bien. Alors, on va terminer ici. Vous avez un petit sondage qui va venir apparaître. Ah non, le sondage, excusez-moi, c'était le sondage précédent que vous avez eu tout à l'heure. Donc, on va pouvoir s'arrêter ici pour ce workshop. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Pour votre attention, malgré le petit souci technique qu'on a eu, mais ça s'est bien déroulé. Pour autant, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a un cadeau pour vous que vous allez recevoir directement dans le chat et que vous allez pouvoir récupérer juste après cette présentation. Donc, n'hésitez pas à venir le récupérer. Il s'agit d'un cours gratuit qui va reprendre une partie des éléments qu'on a vus ensemble dans le workshop de ce soir et ça va aussi un petit peu plus loin. Donc voilà, si ça vous a plu, intéressé, n'hésitez pas et voilà, vous allez pouvoir venir le récupérer. Vous allez retrouver les petits liens dans la description envoyés par l'équipe DataBird si vous voulez plus d'informations sur la formation. Et voilà, j'espère vous retrouver très prochainement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir tout le monde.